Bienvenue dans ce tout nouveau podcast. On est aujourd'hui au Centre culturel de Bergerac avec Baptiste Gontier qui nous fait donc l'honneur d'être présent. Baptiste, bonjour. Bonjour Julien, merci de me recevoir. On va être ensemble pendant à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure. On va retracer un petit peu ton parcours, ton jeune parcours, raconter un petit peu l'histoire de Baptiste Gontier. Si tu le veux bien, on va pouvoir commencer tout de suite. Baptiste, quand on regarde ton parcours aujourd'hui, on pourrait croire que tout s'est enchaîné naturellement. Mais si on revient au début, qui est Baptiste Gontier ? Écoute, qui est Baptiste Gontier ? C'est drôle cette question, c'est toujours difficile de répondre. Voilà, j'ai 26 ans, je suis comédien, ça fait maintenant 8 ans, je crois que je suis comédien, où je fais de ce job mon métier, comme on dit. Et puis, écoute, voilà, je suis né à Cahors, j'ai grandi à Bergerac, j'ai fait toute mon adolescence, mon enfance à Bergerac. Et puis, écoute, la vie a fait que je me suis retrouvé comédien, alors que de base, ma passion était le rugby, qui est toujours d'ailleurs le cas. Mais voilà, j'ai fini comédien, et puis nous voilà dans ce beau lieu où, d'ailleurs, j'ai commencé à faire des pièces. Je pense que je devais avoir 10 ans, 11 ans. Donc ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Je venais aussi avec mes parents voir des pièces parfois qui se jouaient, notamment, je me souviens d'une pièce avec Francis Perrin. Ici, donc c'est touchant, je suis très ému de venir faire cette interview à cet endroit où quand même tout a commencé. Tu nous as parlé de rugby. Le rugby a fait partie de tes premiers rêves avant le théâtre ? Oui, parce que en fait, si tu veux, moi je suis issu d'une famille vraiment de rugbyman, puisque mon oncle est Philippe Benetton, donc, qui a joué au SU Agen, qui a été en équipe de France. Et puis mon père aussi a été un très bon joueur, a été président de club de rugby. Mon frère aussi a joué au rugby. Donc c'est vrai que j'ai vraiment été baigné là-dedans en fait. Donc j'ai baigné là-dedans, j'ai été bercé dans le rugby. Et puis si tu veux, on a tous les week-ends, en fait, j'étais au rugby depuis toujours. Les matchs de rugby étaient très importants, que ce soit l'équipe de France, que ce soit le top 14. Vraiment, c'était toute ma vie. Donc, effectivement, ma première passion est le rugby. Elle est toujours. Évidemment, je n'en fais pas. Tu te doutes bien, mais je regarde tous les matchs. Je vais très souvent au Stade Français suivre les matchs là-bas, que ce soit aussi à Bordeaux, que ce soit dans les clubs amateurs. Tu vois, mon frère, lui, joue à Pouillastruc dans les Hautes-Pyrénées, à côté de Tarbes. Donc, effectivement, je suis systématiquement voué dans le rugby. Et puis, ça reste pour moi l'école de la vie. On a beaucoup parlé rugby, il y a donc le théâtre qui est intervenu ensuite, par la suite dans ta vie. À quel moment, toi, tu as compris que le théâtre allait prendre une part importante dans ta vie ? En fait, je pense qu'elle a pris tout de suite une place très importante, parce que j'ai le souvenir de chercher, de trouver ma place, de chercher ma place, de ne pas la trouver. J'ai le souvenir d'un peu tout ça. Et dès l'âge de 11 ans, en fait, je fais, avec Patrick Broquet, qui était principal du collège Henri IV, cet atelier théâtre, en fait. Et je me souviens déjà dire à ma mère que ça m'intéresse vraiment. Je trouve une place à ça, vu que j'aime parler, j'aime raconter des bêtises, j'aime faire rire très vite. Je me souviens de ce truc-là, tu vois. Donc, ça prend une place quand même assez importante très très vite. Et puis, au fur et à mesure, je pense que je dois réellement, on va dire, parce qu'après je disais je vais être comédien, je vais être acteur, mais réellement je ne savais pas trop, parce que je me souviens que je voulais faire aussi d'autres jobs à ce moment-là. En même temps, avocat, c'est marrant aussi, me prenait place dans ma tête. Bon, j'étais un peu fou aussi, mais je crois que je voulais tout faire en même temps. Je voulais même à un moment être espion, donc pour te dire. Mais si tu veux, à ce moment-là, je crois que j'ai 14-15 ans, déjà je me dis, quand même, là, ça devient un peu vital dans ma tête. Il y a une anecdote également, tu nous dis, enfin du moins tu m'as raconté en off que le théâtre t'avait quasiment sauvé dès le plus jeune âge. C'est-à-dire que le théâtre t'a permis d'avoir ton baccalauréat, du moins t'a relativement bien aidé. Ouais, c'est vrai. En fait, c'est drôle parce que si tu veux, alors oui, déjà il a sauvé ma vie, ça c'est sûr, pour plutôt des raisons psychiques, parce que je pense que
les acteurs sont fous, et psychiques et physiques, ça m'a quand même bien sauvé. Mais effectivement, quand je passe ce baccalauréat littéraire, en fait, je suis au rattrapage. Et j'adorais la philo. Mais si tu veux, je crois qu'on passe sur le banquet de Platon, et je crois que je me tape un 8, coef 7. Autant te dire que tu ramasses un peu, et je suis au rattrapage. Et tous mes amis étaient au rattrapage à ce moment-là, et donc je passe au rattrapage philosophie et histoire géo. Et donc la philosophie passait le matin, l'histoire géo l'après-midi, et la philo, on passe le banquet de Platon. Donc je travaille mes textes, ce que je dois dire, etc. et tout, je fais mon truc, et puis je crois qu'il fallait que j'ai de 8, je crois qu'il fallait que j'ai 13, un truc comme ça. Peut-être 12, je sais plus. Bon. Soit. Et je passe donc le banquet de Platon, et je parle 5 minutes du truc, etc. Puis le mec me dit, mais non, vous avez une aisance pour parler. Je dis, ah ben j'adore le théâtre, moi. Il dit, qu'est-ce que vous allez faire plus tard? Je dis, ben je sais pas, peut-être une école de théâtre. Ah d'accord, le théâtre, mais ma fille est passionnée de théâtre. Ah, je dis, ben attendez, c'est très simple. Moi, je connais très bien des compagnies théâtrales, que ce soit à Périgueux ou à Bordeaux. Eh bien, dites qu'elles viennent de ma part, mais voilà, après, je sais pas ce que ça allait donner, parce que j'ai 17 ans, mais je veux dire, en tout cas, je les connais, ces gens-là, ceux qui travaillent dans ces compagnies. Eh bien, mais merci. Puis il me dit, bon, on vous met 15. Je dis, écoutez, on est toujours preneur. On est preneur, vous êtes trop aimable. Et donc, il me met le 15, si tu veux, et en fait, je ressors, et je sais déjà que j'ai mon baccalauréat. Mais si tu veux, c'est qu'après, je pouvais pas trop le raconter, parce que c'est en mode, attends, ben oui, j'ai vachement travaillé, c'était terrible. Mais au final, j'ai cette chance-là, c'est que le mec, alors je sais pas après, quel est ça? Ce qu'a fait sa fille, en tout cas, tu vois, peut-être que c'est une grande actrice que je ne connais pas aussi, mais en revanche, voilà comment ça s'est fait. Donc l'issue a été telle, mais je me suis dit quand même à des moments, je me suis dit, il y a plein d'anecdotes comme ça où je me suis dit, mais t'es passé, mais dans les mailles du filet, oui, comment, je sais pas. Bon, voilà. Il y a toujours ces petits coups de pouce du destin qui peuvent effectivement arriver à tout moment de notre vie et qui font que, moi je dis toujours que rien n'arrive par hasard. Ouais, bien sûr. Je pense que c'était ton moment, il fallait que ce soit ce professeur il y a toujours un alignement des planètes à un moment donné, plusieurs d'ailleurs. Mais sans parler du côté, tu vois, un peu mystique et quoique, mais en revanche, je crois que, moi je me souviens d'un de mes professeurs de la classe libre, et je trouve qu'il a raison, et en revanche, quand on regarde parfois un peu en arrière ou des choses comme ça, on se dit, ah quand même, mais il dit toujours, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Mais ouais, je suis assez confiant là-dessus, parce que je me dis que finalement, il y a plein de choses, parfois même moins belles. Finalement, je me dis, ça m'a peut-être un peu aidé. Ça devait se passer comme ça. Alors, parfois, on se rattache à ça, ce qui est normal aussi. Est-ce que c'est aussi une idée de loser, tu vois? Mais je suis pas sûr. C'est que je crois qu'il faut aussi se rattacher à ce qu'on peut. C'est normal. Tu obtiens donc ton baccalauréat. Après donc ce petit passage en rattrapage, il y a 2 options qui s'offrent à toi à ce moment-là. Tu es pris en faculté du côté de Bordeaux. Ouais, en faculté littéraire. Et tu es également accepté du côté des cours Florent. Et il me semble qu'il y a une intervenante dans cette histoire qui te conseille un petit peu plus l'option cours Florent. Oui, c'est ma mère. En fait, c'est drôle parce que... c'est marrant parce qu'à chaque fois que je parle de ma mère, j'ai toujours du mal à contrôler mes émotions, mais en fait, ma mère, à ce moment-là, me dit, écoute, je pense qu'il faudrait que tu vois les cours Florent, et puis je pense que à ce moment-là, l'immaturité fait que, parce que je veux être au théâtre, je veux faire du théâtre, je veux être comédien, mais il s'avère que tous mes amis sont à la fac. Donc, partant de Bergerac, je me dis, écoute, non, moi j'ai envie d'aller à la fac, j'ai envie de voir mes copains, j'ai envie de faire la fête, j'ai envie de ci. J'ai pas forcément envie d'aller au théâtre comme ça, ce qui est drôle, alors que c'est paradoxal, parce que je disais quand même, je me souviens chercher déjà des écoles à Paris, alors que j'ai 15-16 ans. J'ai dit à ma mère, mais regarde, il faudrait que je fasse des stages ici, il faudrait ici. Puis mes parents me disaient, mais Baptiste, nous on travaille, on peut pas t'amener à Paris comme ça. Donc c'était déjà, tu vois, très paradoxal. Et quand à un moment ça se présente, j'ai ma mère, non, je n'irai pas au cours Florent, j'ai pas envie, je suis pas sûr de faire ça. Et puis elle me dit, écoute, tu te tais, de toute façon avec ton père, on t'a payé les stages au cours Florent, donc qui était le stage l'été pour l'accès en septembre. Et c'était à Bassin-à-Flot, je me souviens. Mes parents sont extraordinaires, parce qu'ils me prennent un appartement au Chartron, les trucs et tout, tu vois. Bien donc sûr, en plus, ils font les choses très bien, tu vois. Puis moi, je dis, non, j'ai pas envie. Il me dit, écoute, tu le fais. Bon, donc je le fais. Ça se passe évidemment très bien. Je suis très heureux. Et j'ai donc l'accessibilité pour rentrer en septembre au cours Florent à Bordeaux, à Lormont, qui est donc la première édition à ce moment-là. Et là, donc, déjà, si tu veux,
je découvre non seulement une école de théâtre, mais surtout je découvre comment dire, une autonomie et une curiosité et une culture de l'art, une culture des livres, une culture des auteurs, une culture du théâtre, une culture des romans, de la poésie, des choses où en fait que je ne connaissais pas vraiment, parce que c'était pas trop chez moi. Ma mère lit beaucoup, mais tu vois, encore une fois, c'était vachement le rugby quand même. Tu vois, c'était le rugby, c'était les affaires du côté de mes parents. Ils étaient plutôt des matheux, moi non. Donc c'était quand même, tu vois, très compliqué. Et en même temps, c'est marrant que tu me dises ça parce que j'ai le souvenir d'un de mes meilleurs amis, Léo, qui est un ami d'enfance, qui me disait, nous, les mercredis ou les week-ends, on partait au rugby, et puis lui, il partait jouer des pièces ou faire du théâtre. Donc finalement, ça me trottait quand même, quoi. Et ensuite, la suite, elle fait que je suis au théâtre au Cours Florent à Bordeaux, et après il y a la classe libre. La classe libre, justement, Baptiste, tu l'intègres à quasiment 19 ans, ce qui est un fait très rare à l'époque et aujourd'hui encore à l'heure actuelle. Alors déjà, c'est très rare d'intégrer la classe libre, encore plus à 18-19 ans. Tu es à peine dans ta deuxième année, ou si ce n'est fin de première année. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu te rends compte, à l'époque déjà, même encore aujourd'hui, que c'est exceptionnel? J'ai eu beaucoup de chance, c'est surtout de la chance, parce que voilà, oui, c'est sûr que oui, c'est exceptionnel, non pas d'être pris comme ça, mais c'est exceptionnel ce que j'ai pu vivre. Donc c'est encore une fois, c'est énormément de chance. Il s'avère que à ce moment-là, ma professeure Marie-Alix me dit tu vas passer la classe libre. Je lui dis non, elle me dit si. J'appelle mes parents, c'est 80 € le concours, et je leur dis est-ce que c'est possible, ils me disent d'accord. Et puis c'est vrai qu'effectivement la classe libre ils en prennent 3000, donc il y en a 3000, donc ils prennent 9 filles, 9 garçons. Et il y a 3000 candidats. Et tout le monde me disait écoute, généralement c'est au bout de 3, 4 ans, 5 ans qu'on est pris de formation, bon très bien. Mais ce qui était normal en fait, tu vois, je me dis d'accord. Et je me souviens, ce qui est fou, c'est que je me souviens que la veille du premier tour, parce qu'il y a 3 tours, du premier tour, je dis à ma mère, écoute, j'irai pas, quoi, j'ai pas bossé, j'ai pas envie. L'immaturité, encore une fois, c'est fou, parce que parfois on se dit, tu vois, c'est-à-dire que est-ce que si j'avais travaillé autant, peut-être que ça ne serait pas passé. Enfin, de toute façon, il n'y a pas de loi dans ce métier. Comme il n'y a pas de loi, je crois, dans la vie, ça reste mon avis à moi, mais je pense qu'il n'y a pas de loi, malheureusement, que ce soit dans la santé, dans tout ça. Il ne faut pas faire n'importe quoi, mais en tout cas, surtout dans ce métier, j'ai vu des personnes faire 10 ans de formation ne rien à voir, et d'autres personnes qui ont fait 1 an et qui ont cartonné. Voilà, donc peu importe. Mais je me retrouve là, et si tu veux, je dis à ma mère, écoute, je ne vais pas le passer. Bon, et puis finalement, par ego, je me dis quand même, c'est la première année, il n'y a pas 5000 personnes, il y en a 200 à Bordeaux. Si tu ne le passes pas, je pense que les gens ils vont savoir que tu ne l'as pas passé. Et puis, tu n'es pas forcément garanti de re-être admis en classe libre l'année d'après, surtout. Non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Il y en a qui l'ont passé 6-7 fois. Donc, bien sûr que non. Donc, si tu veux, à ce moment-là, c'est un peu délicat. Et j'apprends donc le monologue de Perdiccas, On ne badine pas avec l'amour d'Alfred de Musset. Et j'apprends en slam, non pas parce que je ne chante pas, et pas bien, j'apprends Le temps qui reste de Serge Reggiani, que je vois dans un documentaire 2 semaines avant. Bon, je le fais, ça marche, je passe au second tour, on monte à Paris avec, à l'époque, ma camarade de classe pour présenter, je crois que c'était le Misanthrope, Alceste Célimène, et ensuite c'était quoi, Lac de Pascal Rambert. Je suis pris au 3e tour, et là on avait un monologue imposé qui s'appelait 1000 francs de récompense de Victor Hugo, et j'avais présenté en scène dialoguée Peer Gynt, donc de Ibsen, la scène de la mort de la mère. Entre-temps, je rencontre Roger Louret, on en parlera tout à l'heure je crois, mais qui me fait bosser. C'est aussi, encore une fois, une grande chance, parce que je suis dans ses mains à ce moment-là, alors que 2 mois avant, pas du tout, je ne connaissais pas plus que ça. En tout cas, on ne travaillait pas ensemble. Et on travaille. Et donc, je suis au 3e tour, et je me souviens, je suis à Montclar d'Agenais, ça ne s'invente pas, 1 semaine après, je suis dans une église, mon téléphone sonne, et le directeur de Bordeaux me dit « Est-ce que tu as vu les résultats ?» Et je lui dis non.
Et il hurle au téléphone, il me dit « mais t'es pris ». Alors je cours, je me souviens dans le village, je rentre chez Roger Louret et je lui saute dans les bras en disant « je suis pris ». Et là vient aussi un moment, surtout de ma carrière, mais surtout de ma vie, parce que je monte à Paris. Et tu le sais aussi bien que moi, que quand tu montes, quand tu es de Bergerac, du milieu d'où je viens, tu montes à Paris pour faire ton art. C'est le petit provincial qui monte dans la capitale, dans la grande ville. Tu te dis, même encore maintenant, je me dis, il y a des moments que tu vois, comment ça s'est passé, quoi. Tu vois, enfin, tu te dis, c'est fou, donc c'est exceptionnel. J'ai eu beaucoup de chance, ça c'est la vérité. On a parlé de Roger Louret, justement. C'est lui qui t'a réellement lancé dans le grand bain? Oui, clairement. Il m'a changé ma vie. Cet homme a changé ma vie. Maintenant, il est parti depuis 3 ans. Ça a été un grand désespoir, qui est toujours le cas, il me manque énormément, parce qu'on a toujours besoin d'avoir un repère, et dans ce métier, c'est lui, c'est un papa, donc c'est compliqué, bien sûr, mais effectivement, il a changé ma vie. Il a changé ma vie parce qu'il m'a déjà donné accès à ce métier, que ce soit dans les rôles qu'il m'a confiés, que ce soit dans les relations qu'il m'a fait connaître. Je rencontre Muriel Robin grâce à lui, voilà, donc qui devient maintenant une personne très très proche dans ma vie. Muriel est une mère pour moi, donc on est quand même dans quelque chose de très important. Et je rencontre Muriel dans des circonstances très compliquées à ce moment-là, parce que Roger est en fin de vie. Mais si tu veux, sans compter le métier, que ce soit plein de personnes dans le métier que j'ai pu rencontrer, qui sont maintenant devenues des amis. Je pense à Christelle Chollet, à Thomas Boissy, à Grégory Baquet, à Pablo Villafranca. Il y a plein de gens comme ça qui sont devenus, à Grégory Benchenafi, et j'en passe, qui sont devenus des amis. Et donc, effectivement, Roger a été la première personne, à l'âge de 18 ans, à me faire jouer des pièces dans tout le canton agenais, que ce soit à Monteuton, ça ne s'invente pas non plus, à Montflanquin, à Saint-Capré-de-l'Herme, à Boé, enfin, il y a plein, à Bonne-Encontre, il y a plein de villes. Quand je repasse, je me dis, la vache, quoi. C'était des salles de spectacle ou des salles des fêtes. Et ça me manque énormément, parce que quand après on fait des jolis théâtres que j'ai eu la chance de faire, il y a des moments, je me dis, j'ai envie de revenir à ces moments où il y avait le camion qui était collé à une sortie de théâtre, et on courait, on se changeait dans le camtar, et on revenait, tu vois. Donc je me dis, c'était génial, quoi. Donc il y a ça qui me manque, mais Roger m'a confié de ces salles des fêtes-là, des premiers rôles qu'il a pu écrire, hein, c'était, je me souviens, La Morphe, le Je vais tuer le pianiste, et puis la comédie musicale d'Aznavour. Il me fait jouer plus ou moins la vie d'Aznavour jeune, qui au final ressassait les Baladins, donc son histoire à lui, ce qu'il avait écrit, les Baladins d'Agenais, c'est-à-dire de cette troupe du Lot-et-Garonne qui vont monter à Paris, qui vont avoir des Molières. Bon, lui, il avait réécrit à la façon, après Aznavour, tout ça, on allait jusqu'à Carnegie Hall, Broadway, et il me fait jouer Aznavour, donc il me fait faire le premier rôle, et on fait tous les Casinos Barrières, et le Covid nous arrête. Mais ce mec m'a fait confiance, et même encore maintenant, je me pose la question, pourquoi il m'a fait confiance ? Donc c'est un cadeau du ciel, c'est une grâce que j'ai pu avoir grâce à ce monsieur. Donc quand il part, ça a laissé, on a été là jusqu'à son dernier souffle, ça nous a laissé une cicatrice béante. Parce que en plus de ça, si tu veux, il décède 2 jours après que je fasse ma première avec Catherine Fro et Michel Faux. Et Michel Faux a commencé chez Roger Louret. C'est quand même énorme. Et il s'arrête, sa vie s'arrête 2 jours après. Donc, tu vois, c'est très étrange, tu vois. Je passerai les derniers mots qu'on s'est dit sur son lit, mais en revanche, il y avait une forme de... La boucle était bouclée, quoi. Malheureusement, trop tôt, mais il y avait un peu ce côté-là. Il va se passer ce qu'on pourrait appeler du moins le grand tournant parisien pour toi, Baptiste. Tu es rappelé par Xavier Vuitton pour pouvoir remplacer un comédien sur une pièce qui se déroule sur Paris. Et puis tu fais l'une des rencontres qui a peut-être le plus impacté ta vie, que ce soit personnelle mais également professionnelle, Jean-Pierre Castaldi. Mon Casta. Ouais, Jean-Pierre, c'est drôle parce que quand on parle de Jean-Pierre, les gens rigolent.
Tu vois, c'est-à-dire qu'on dit Jean-Pierre, Jean-Pierre, et les gens ils rigolent parce que c'est un personnage. Jean-Pierre est un personnage par rapport à son histoire de vie, par rapport à ses rôles qu'il a fait, par rapport à ses coups de gueule, par rapport à sa gentillesse profonde, à son hypersensibilité, à aussi la famille Castaldi. Donc c'est un monsieur, je me permets de dire son âge parce qu'il le dit lui-même, 81 ans. Donc il a commencé sa carrière à 25 ans. C'est quand même pas rien. Et puis Jean-Pierre est un amoureux de la vie. Et moi, des fois, je lui dis, mais Jean-Pierre, comment t'as fait? Il me fait, j'ai vie à 200%, mon grand, 200%. Il me dit. Mais il est effectivement, ça a été une rencontre particulière parce que il faut se remettre aussi dans le contexte qu'on sort du Covid. Donc voilà, que Xavier Vitton, que je remercierai toujours parce que je jouais chez lui au Théâtre Molière, Je vais tuer le pianiste, et puis ça s'arrête avec le Covid. Et il m'appelle en me disant, écoute, il y a une personne qui s'en va, il faut que tu la remplaces. Et tu vas jouer avec Jean-Pierre Castaldi et Armelle, qui est devenu aussi une très belle amie. J'aime beaucoup Armelle. Donc c'était drôle parce que tu avais le Jean-Pierre qui parlait comme ça, et tu avais Armelle qui parlait toujours un peu comme ça. Hein. Donc du coup, tu avais quand même, tu vois, un paradoxe sonore. C'était assez contrasté, oui. Et si tu veux, et puis après, j'ai fait aussi des amis comme Claire Conti, Didier Claveau qui jouaient avec moi. Et si tu veux, Jean-Pierre, je me souviens, on me dit, tu vas jouer avec Jean-Pierre. Mais il faut se remettre dans le contexte que à ce moment-là, j'ai 20 ans, je connais personne réellement. Et là, je me dis donc c'est Jean-Pierre, son âge, la personne impressionnante. On sait très bien, j'ai suis né en 99. Qu'est-ce qu'on regardait à l'époque? Caius Bonus, Astérix Obélix. Après, j'ai vu tous les films qu'il avait fait parce qu'il a quand même joué dans les premiers James Bond. Tu vois, dans French Connection, Les Hommes de Rose. Tu te retrouves quand même à jouer face à un monument. Ça doit être impressionnant quand même au début. Tu te dis, t'as 20 ans à ce moment-là, tu te retrouves déjà à jouer face à un monument français. Oui, mais c'est cool parce que si tu veux, ce sont aussi des cadeaux de la vie. Si tu veux, je crois qu'on l'avait dit dans une interview qu'on avait faite déjà ensemble, où je lui dis, je le vois et puis ma main tremble en fait. Et alors, ce qui est drôle, c'est que Jean-Pierre, parce qu'après, je le connais maintenant tellement, mais forcément, il voit beaucoup de monde, donc il peut pas forcément se souvenir de tous les prénoms. Et puis il dit, c'est qui ce mec-là? C'est qui ce jeune homme? Et on dit, c'est celui qui va remplacer. Ah oui, très bien, très bien. Bon, bonjour. Bon, alors là, il y a du taf. Hein. Dès le début, je suis comme ça. Je me dis, qu'est-ce qui va se passer, tu vois? Et puis au final, on répète et ça se passe véritablement bien. On travaille effectivement quelle famille. On devient très amis. Et si tu veux, ce qui est drôle, et lui, il s'en souviendra pas, et forcément moi, oui, parce qu'on est un jour en tournée, et je suis dans le train, et on se rentre je sais plus d'où. Et on avait fait quand même 4-5 jours. Il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'on était du côté de Brest. Donc on fait, tu vois, Ploudalmézeau, Concarneau, Brest, enfin tu vois, on fait, voilà. Et je rentre, et je me dis, ah ben c'est dommage, parce que, en fait, j'étais tellement bien avec vous, et puis là, je vais rentrer chez moi, je suis tout seul, bon, ça va me faire un peu bizarre, je vais déprimer. Je dis ça comme ça, mais sans plus, tu vois. Et Jean-Pierre me dit, au bout de 10 minutes, j'ai demandé à ma femme, elle est d'accord, tu peux venir déjeuner chez moi, et si tu t'es pas bien, tu peux venir dormir à la maison. Waouh. Mais il me sort ça comme ça, si tu veux. Alors je dis, écoute, c'est gentil, oui, avec plaisir, on prendra le taxi, et puis on mangera un tartare de bœuf, ça te plaît, ça? Je dis, oui. Tout va bien, Jean-Pierre. Mais si tu veux, je suis un peu sonné de ce qui se passe, en fait, parce que pour le coup, c'est pareil. Pour moi, je vais chez cette personne-là. Je rentre fou quand même. Dans son intimité. Tu te dis, moi, Baptiste Gontier, le petit bergeracois, je me retrouve à être invité chez le grand Jean-Pierre Castaldi. Enfin, c'est fou quand même. Oui, parce que tu vois, à ce moment-là, il ne se passe pas tout ce qui se passe derrière. Bien sûr. J'ai 20 ans, 21 ans. Et Jean-Pierre, et donc, à la suite de ça, après, il me présente sa famille, naît une complicité. Il m'invite à ses 77 ans, parce que tu vois, mine de rien, on se connaît depuis un moment. Il n'y a que toute sa famille personnelle, oui, sa famille, pardon, proche, très proche, donc ses enfants, et puis à moi. Donc je me dis, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Et puis après, naît cette complicité. On a nos soirées, nos folles soirées parisiennes à se coucher à plus d'heures, les boîtes de nuit, les tournées, et on décide surtout de refaire une pièce ensemble au Théâtre Trianon à Bordeaux, chez Xavier Vitton de nouveau, qui nous fait confiance, qui nous a mis en scène. Transmission, qui a été joué à l'époque par Jean Pia et Francis Lalanne, et ensuite par Francis Huster et David Sardou. Et on reprend donc cette pièce à Bordeaux, 4 mois, où je joue un jeune diacre et lui un prêtre.
Et là, ça naît d'une complicité immense. On a vécu 4 mois, une expérience hors du commun. Et puis, j'ai rencontré Jean-Pierre sous tous les angles de sa vie. Sous tous les angles de sa vie. Donc, toutes les rencontres qu'il a pu faire, et puis c'est une personne qui a été connue très jeune, qui a une vie quand même extraordinaire, puisque, c'était aussi le beau-fils de Signoret Montand, avec Catherine Allegri, il a fait Benjamin Castaldi, et puis toutes ces rencontres, c'est-à-dire que tu pouvais lui parler d'Édith Piaf, à Dalida, à Alain Delon, il les a tous connus, mais tous connus bien, tu vois, et tu sais que ces gens-là ne sont pas des personnes qui peuvent dire « mais je le connais très bien », et après quand tu apprends qu'ils ne les connaissent pas. Ces personnes-là, ils connaissent. Bien sûr. Et quand ils racontent les anecdotes, tu sais que c'est pas rien. Donc, tous ces personnalités-là, ces acteurs, ces chanteurs, ces sportifs, parce qu'il y a aussi plein de sportifs. Hein. Quand je lui parle évidemment du rugby ou du foot, ce sont des personnes, et des personnes qu'il connaît, tu vois. Donc, très bien. Donc, c'est ça qui est fou, quoi. Tu as l'impression, quand tu l'écoutes, de voyager dans le temps. Et souvent, maintenant, il connaît mes amis très proches, et souvent, il vient me rejoindre à des dîners, des fois dans des restaurants à Paris, il arrive un peu plus tard, ou des choses comme ça, et il raconte ces anecdotes, et que tu sois dans le métier ou pas, t'es comme ça, quoi, parce que tu te dis, voilà, la vache. Donc effectivement, Jean-Pierre fait partie de ma vie, c'est vrai, voilà. Il y a ensuite une pièce, L'Enfant du Paradis, que tu vas enchaîner, si je puis dire, à partir de septembre 2021, pendant 3 mois d'exploitation pour sur scène. Et puis ensuite, il y a de nouveau un gros coup d'arrêt en Noël 2021 avec ce nouveau variant du Covid que l'on annonce. Omicron. C'est fou. Ouais, L'Enfant du Paradis. En effet, c'est écrit et mis en scène par Nicolas Delas, qui est scénographe, auteur, décorateur, qui travaille maintenant énormément à Paris et qui fait beaucoup les décors, notamment de Michel Faux. Et puis, c'est un ami, comme Xavier Vuitton, voilà, ce sont des personnes qui travaillent à Bordeaux, qui comptent pour moi, mais qui ont aussi joué un élément majeur dans ma carrière, dans tout ça. Et puis, Nicolas me dit, écoute, on va écrire, j'ai écrit une pièce pour toi, ça raconte à la fois ta vie, mais à la fois pas vraiment, mais c'est surtout un peu ta personnalité. Donc, il me dit, tu vas parcourir les textes les plus classiques, en passant par Shakespeare, par Musset, il y en avait tellement, par Racine, par Corneille, enfin, il y en avait partout. Et dans un décor d'opéra, et puis en fait, tu vas dire que tu as peur d'aller sur scène, et quand en fait la pièce se termine, je rentre dans ce décor-là d'opéra, dans cette immense vasque. Là, le rideau se ferme, mais c'est comme si j'arrivais donc devant le public à la fin de la pièce. Donc c'est un peu ce qu'on appelle une mise en abîme, quoi, le théâtre dans le théâtre. Et je fais ce seul en scène, pareil, au Molière, pendant 3 mois. Ça se passe super bien, et effectivement, on devait continuer. Et voilà, on ressortait du 2e confinement et il y a ce variant, je me souviens de ce nouveau variant où on dit Omicron. Et tout d'un coup, on arrive en décembre, tu as vu, je ne sais plus combien de cas qui ressortaient, 75 000 cas par jour. Fou, je ne sais pas si tu te souviens de ça. Moi personnellement, c'était le Père Noël de ma vie. Hein. Tout le monde était malade. Tu te souviens de ça, c'était terrible. Et du coup, en fait, derrière, les théâtres, de toute façon, ça a été très compliqué à ce moment-là, pour évidemment, je dis les théâtres, mais pour tout le monde, hein, tu vois, encore une fois. Et pas que les théâtres, il n'y a pas que la culture. Et à ce moment-là, eh bien, on arrête. On arrête, effectivement. On arrête la pièce. On est à ce moment-là dans les couvre-feux. Donc, les théâtres ne jouent plus. Parce qu'un couvre-feu à 19h, un couvre-feu à 21h, tu te doutes bien que ce n'est pas possible. Bien sûr. Donc, c'est vrai que ça a été un petit peu compliqué au niveau, surtout psychique. C'est normal parce que tu ne travailles pas, quoi. Donc, tu es un peu dans l'inaction. Et je me suis dit, qu'est-ce qui va se passer, quoi ? Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'on va reprendre L'Enfant du Paradis ? Alors, de temps en temps, je me souviens, je refeuilletais un peu la pièce, peut-être espérant que ça allait revenir. Ouais, histoire de garder un peu tout en tête aussi. Histoire de garder un peu tout en tête. Et effectivement, à ce moment-là, ça devient un peu une année un peu compliquée parce qu'il ne se passe pas grand-chose. C'est un peu difficile de me dire qu'est-ce qui va se passer. Les journées sont très longues. Et effectivement, il y a 2 pubs. Donc là, on est en 2022. Ouais, c'est ça, on arrive en 2022. Ça me sauve bien la vie, je te cache pas, que ce soit comment dire, financièrement parlant et puis pour travailler. Parce que je fais 2 pubs, je fais Blablacar et Énergie Mobile.
Donc finalement, bon, deux pubs, hein, tu les tournes sur 4 jours, hein, donc ça ne te change pas forcément la vie en termes de travail. Mais si tu veux, c'est que déjà dans ta tête, ça se relance un peu. Financièrement aussi, ça m'aide beaucoup. Bien sûr. Et puis effectivement, on fait ces deux pubs. Où les gens du coup m'envoyaient pas mal de messages parce qu'ils se voyaient sur YouTube, sur tout ça, et dans le métro. Ce qui était drôle, c'est qu'un jour, je suis dans le métro et il y a un mec qui est avec son casque, donc moi je suis debout, lui il est assis, il est avec son casque, et puis il est en train de regarder une vidéo YouTube. Et la vidéo passe sur Blablacar. Il fait chiant. Et le mec il fait Donc, ça. tout ça en face de toi. Tout ça en face de moi. Et moi je dis comme ça, et je me retourne et je me dis non. Et puis je suis assis de l'autre côté. Et le mec vraiment il était hyper vénère. Tu vois, je me dis bon bah écoute, on va se faire tout petit, hein, on va éviter de se faire casser la gueule dans le métro. Mais voilà quoi. Donc voilà, ça m'a bien aidé effectivement. Et là, c'est là où en fait ce qui est drôle, c'est que je fais une rencontre. Je me souviens aux Grosses Têtes. C'est Michel Faux. Et là aussi beaucoup de chance parce que quand on dit qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous, c'est que je suis donc aux Grosses Têtes et je fais la promo à ce moment-là de la pièce, mais il faut revenir 2 ans avant, de Quelle famille, avec Jean-Pierre Castaldi et Armel. Et on nous dit, écoutez, il va y avoir une nouvelle personne qui est sociétaire des Grosses Têtes, il s'appelle Michel Faux. Et moi je me dis, en tant qu'acteur de théâtre, Michel Faux, c'était extraordinaire pour moi. C'est une énorme opportunité. C'est une opportunité. Enfin, c'est même pas l'opportunité, c'est que pour moi, je suis en mode. Parce qu'au début, je pense pas évidemment à ça. Je me dis, ouais, le mec. Et je lui dis, ah, mais je viens de chez Roger Loury. Il me dit, ah, ben oui, moi aussi, nanana. Puis il me dit, on va vous faire. On va se rencontrer, puis je vais vous faire. On va voir, on va essayer de travailler ensemble. Et si tu veux, à ce moment-là, donc il me fait faire une lecture avec Sophie Marceau, qui s'appelait Adorable Julia, et la pièce ne se fait pas. Donc là aussi, du coup, tu vois, c'est un peu très compliqué dans ce métier parce que je me dis, cool, je vais travailler, puis finalement non. Et donc des mois se passent, donc c'est là où je fais à peu près les pubs. Et il m'appelle en décembre et il me dit, est-ce que Décembre 2022 donc. Décembre 2022 pour janvier 2023, donc un mois avant. Il me dit, est-ce que tu serais dispo pour faire Lorsque l'enfant paraît avec Catherine Fro. D'accord, et disponible surtout, parce que d'accord, bon, tu dis pas non. Et puis disponible, oui, je l'étais. Donc du coup, il me dit, est-ce que tu veux faire cette pièce? Enfin, voilà. Donc on le fait. C'est fou. Ben là, je me souviens, j'étais à Boulogne-Billancourt, je me souviens à ce moment-là. Tu vois, donc pour te dire, j'étais chez un ami. Et là, donc tout se passe. Et là, on commence les répétitions. Et la suite, eh bien, il s'avère que c'était un très très gros succès déjà avant que j'arrive, parce que la pièce, on l'a jouée 400 fois. On a joué au Théâtre de la Michaudière et au Théâtre Marigny, et c'était toujours plein. On a fait des tournées. Oui, vous étiez dans les salles combles tout le temps, systématiquement. Ouais. On a fait des zéniths, on a fait des salles en plus finir. On a fait de la Belgique à la Suisse, à l'Allemagne, à toute la France. Enfin, je sais plus, je crois qu'il y avait 120 villes ou 110 villes en 6 mois, quoi. C'était une tournée, mais énormissime. Et ça a été extraordinaire, quoi. Moi, c'est là où le métier m'a vu, tu vois, c'était parce qu'il y avait dans la salle, tout le monde venait, quoi. Que ce soit des sportifs, des acteurs, des politiques, tout le monde était dans la salle. Tout le monde, tout le monde est venu voir cette pièce. Donc c'était fou, quoi, de me retrouver en décembre, rien, mais c'est la joie et la difficulté de ce métier. Mais que ce soit à partir du moment où Michel Faux t'appelle, Jean-Pierre Castaldi, même avant, tu l'as dit, la rencontre, votre amitié naissante, le fait que tu te retrouves chez lui comme ça du jour au lendemain, en plein dans son intimité. Donc Michel Faux par la suite, Catherine Fro également, avec qui tu te retrouves sur scène à faire tu l'as dit, des zéniths, une immense tournée qui a été acclamée par le grand public. Est-ce que tu arrives à ce moment-là à te dire, même encore aujourd'hui d'ailleurs, hein, est-ce que tu arrives à te dire, est-ce que tout ça est réellement réel? Il y a toujours le syndrome de l'imposteur. Et il y sera toujours. Et au final, je me souhaite de ne pas le perdre. Tu vois ? Parce que, en fait, quand tu viens d'un milieu qui n'est pas du tout ce milieu-là, tu as toujours cette question de te dire, mais pourquoi moi ? Pourquoi j'ai fait ça? Est-ce que c'est réel? Que tu viennes aussi m'interviewer ici, comme je t'ai dit, dans ce théâtre où tout a commencé, tu te poses la question aussi, si c'est réellement moi, si je ne suis pas en train de faire croire quelque chose, c'est très étrange. Donc si, bien sûr qu'on se pose toujours cette question-là, et je mesure la chance énorme, de pouvoir
vivre de ce métier, de pouvoir faire des rencontres extraordinaires, de pouvoir vivre des endroits, des moments, des lieux où d'un coup tu te dis si je n'avais pas été acteur, j'aurais pas vécu ça non plus, je pense en tout cas. Mais c'est évident que c'est une chance énorme. C'est évident. On va parler maintenant de ton actualité, enfin un petit peu avant. On va également parler une période difficile que tu as traversée, Baptiste. Tu l'as dit, alors en 2022, il y a eu cette période de doute que tu as eue, ces 2 pubs qui t'ont permis un petit peu de ressortir la tête de l'eau. Et puis en 2025, il y a ce burn-out qui arrive, qui stoppe un petit peu tout, plus d'envie. Comment ça se passe à partir de ce moment-là pour toi ? C'est compliqué de me situer parce que comment dire, c'est difficile de dire burn-out à 25 ans en fait. C'est difficile parce que tu es au début de ta vie et tu es comédien et il y a pire comme métier. Ça reste que du théâtre. Je ne suis pas agriculteur. Voilà. Donc, je pense surtout à eux, dans un premier temps, parce que, voilà, je fais quand même du théâtre, on n'est pas à se lever à 5 heures du matin, à se coucher à minuit, à pas être aidé. Donc, c'est difficile de parler de ce mot. Mais en fait, si tu veux, c'est que quand on n'a pas de travail dans ce métier, on doute. Et quand on a du travail, on doute quand même aussi. Parce qu'on doute de se dire, quand on n'a pas de travail, qu'est-ce qui va se passer ? Et on doute, quand on a du travail, de se dire, est-ce que je vais être à la hauteur ? Il s'avère que, à ce moment-là, depuis 2020, il y a beaucoup de travail, et tant mieux, entre le théâtre et les tournages. Mais dans ma vie personnelle, c'est plus compliqué que ça, parce que mes proches sont touchés par des maladies. Donc ça me demande aussi de tenir entre la scène qui a été mon échappatoire, la composition des rôles a été mon échappatoire, mais en même temps, chez moi, c'est pas forcément la joie. Donc c'est difficile de se placer, de continuer à avancer. Et effectivement, quand 31 décembre donc 2024, donc c'est là ma dernière de Lorsque l'enfant paraît, je me dis, là j'ai beaucoup joué au théâtre, je vais peut-être prendre du temps parce que je ne sais plus trop ce que je dois faire, quelle pièce faire, si j'ai vraiment envie de continuer à faire tout ça. Ça n'empêchait pas ma passion, Mais j'avais besoin aussi d'être près de mes proches. J'avais besoin de me sentir là pour eux. J'avais besoin d'avoir un peu de silence. Donc, effectivement, il y a cette période vraiment difficile sur ça, mais je pense que je suis pas là pour dire le pauvre, c'est pas du tout ça. C'est que c'est la vie de comédien, c'est aussi la vie d'avoir ces doutes-là. Et encore une fois, je suis pas dans le corps médical, je ne suis pas un soignant, je ne suis pas agriculteur, je ne travaille pas à la chaîne, donc c'est une chance aussi, voilà. Mais effectivement, il y a eu ces petits périples personnels qui surtout ont un petit peu été difficiles pour moi depuis 5 ans. C'était pesant à un moment, donc il fallait que je prenne du recul, voilà. Tu nous as parlé justement d'un retour aux sources auprès de ta famille, auprès de tes proches. Ta famille, justement, on va en parler un petit peu. Baptiste, tu es issu d'une famille modeste. Tu es également petit-fils d'agriculteurs, de paysans. Comment est-ce qu'on se situe aussi quand on est Baptiste Gontier, 25 ans, que l'on côtoie tout ce grand monde, ce grand milieu parisien ? En fait, le retour aux sources est primordial, me fait beaucoup de bien. Et en même temps, comment l'expliquer ? C'est ma vie, mais ce n'est pas ma vie professionnelle. Le métier d'acteur se fait à Paris.
si j'avais pu rester à Bergerac, je serais resté à Bergerac, hein, tu te doutes bien. Mais le métier se fait à Paris, donc c'est comme ça. Donc il faut que tout se fasse là-bas, donc c'est pour ça que je ne rentre pas souvent. Effectivement, avec mes parents et mon frère, je n'ai jamais perdu ce lien précieux, qui est qu'on s'appelle avec ma mère tous les jours, avec mon père aussi très souvent, mon frère aussi. Donc en fait, je n'ai pas perdu ce lien, je ne le perdrai jamais. J'ai mes amis d'enfance qui, d'ailleurs, la plupart sont partis aussi à Paris, d'autres sont à Bordeaux. Mais quand je rentre à Bordeaux, je suis aussi avec ces gens-là avec qui j'ai commencé ma vie, qui sont mes amis d'enfance. Quand je reviens ici à Bergerac, je vais dans des restaurants, que je marche dans la rue, que je rencontre des gens, je suis toujours très heureux de les voir, certains que je n'ai pas vus depuis 10 ans. Les gens sont très gentils, donc me disent souvent on suit ce que tu fais, ça nous fait plaisir. Souvent, je reçois des messages de personnes qui me disent mais on t'a vu à l'époque, ça nous fait plaisir de te voir, tu avais déjà 12 ans, tu voulais être comédien, on voit cette ascension-là, ça fait plaisir de t'avoir vu, tiens, on t'a vu là. Et ça me touche parce que ça me rappelle toujours ces débuts-là et ces moments où je me disais, je vais être comédien, je veux faire acteur, mais l'envie était viscérale, plus que viscérale, et c'était pas un caprice, quoi. Et beaucoup... ce qui est drôle, c'est que beaucoup l'ont remarqué à l'école, mais déjà au collège, au lycée, déjà, tu disais ça tout le temps. Donc, c'est précieux pour moi de recevoir cet amour-là. Et en même temps, si tu veux, quand je reviens à Bergerac, ce qui est drôle, c'est que je prends la voiture et je refais à chaque fois, été comme hiver, les mêmes routes. Je regarde un petit peu... le collège, le lycée, là où j'étais, je retrace un peu les endroits où j'allais avec mes amis, je vais marcher dans les bois où là je marchais depuis toujours, depuis même que j'étais enfant. Donc c'est primordial et c'est très précieux en tout cas. Et mes parents sont d'une extrême gentillesse, d'un extrême soutien. Soutien, c'est énorme. On sent quand même que tes racines t'aident à garder pied sur terre, Baptiste, parce que tu as commencé quand même très jeune, tu as explosé très jeune. Certains auraient pu perdre la tête à ta place et toi, on sent quand même que tu gardes cet ancrage. Tu le dis, tu pourrais vouloir rester sur Paris, à faire sûrement beaucoup de soirées, côtoyer beaucoup de grand monde, mais dès que tu le peux, tu l'as dit, toi, ce que tu veux, ce que tu souhaites, c'est retourner, te ressourcer ici, à Bergerac, chez toi. Oui, bon, exploser, je ne suis pas DiCaprio, ni Pierre Ninet, mais en tout cas, c'est surtout le fait de travailler au théâtre très souvent, et voilà, ou de tourner, et du coup, effectivement, de côtoyer parfois des personnes que j'ai vues en télé, ou toute ma jeunesse, mon enfance, ou des trucs où tu te dis, waouh, en fait, ce sont devenus peut-être, en tout cas, des personnes avec qui tu travailles, ou voire même des amis pour certains. Donc, si tu veux, oui, c'est sûr que c'est viscéral. Après, je fais aussi ma vie l'été, je vais dans certains endroits aussi, mais effectivement, je suis obligé à un moment de faire un examen de conscience pour moi, pour retrouver mes parents, pour retrouver mes amis, pour retrouver des personnes de ma famille. Je vais aussi à Cahors voir mes grands-parents, voir ma famille du côté de ma maman, qui ont été aussi un socle pour moi, parce qu'on est une très grande famille. Donc en fait, c'est obligé de revenir, comment dire, qu'on me le rattrape, qu'on me le dise le jour où ça n'est plus le cas. Ça dépend qui, hein. Mais qu'on me le dise en tout cas le jour où j'ai perdu les pédales. Mais je sais que mes parents me le rappelleront. Voilà. En revanche, ma mère, par exemple, est mon plus profond soutien. Depuis toujours, du premier jour où j'ai dit que je voulais être comédien jusqu'à maintenant, et je pense que le premier jour, j'ai dû le dire, on est en 2026, je pense que j'ai dû le dire en 2014, voire 2013, il y a plus de 10 ans, elle ne m'a jamais lâché. Jamais. Surtout que tout part d'elle, au final, je veux dire, c'est elle qui t'a guidé vers cette voie, au final. Oui, bien sûr, tout part d'elle, ça c'est évident que tout part d'elle, et ça aussi, je mesure la chance
parce que j'ai rencontré des comédiens et des comédiennes dont les parents ne sont pas d'accord, dont les parents disent ce n'est pas un métier, dont les parents disent on ne t'aidera pas. Ben, c'est un cadeau du ciel que moi, ma mère m'ait dit il va faire ce métier. Baptiste, je vais te demander un petit peu de regarder autour de toi. On va commencer par ici et puis regarder par là. On est au centre culturel Michel Manet de Bergerac. Qu'est-ce que ce lieu t'inspire? Qu'est-ce qu'il te raconte? Qu'est-ce qu'il te rappelle? C'est drôle. C'est drôle, j'en ai les frissons parce que il s'est passé tellement de choses. Tellement de choses. Je crois véritablement que la première fois que j'ai joué dans un théâtre, dans une salle, c'est ici. Je crois que c'est 2011. Donc pour te dire, j'ai 11 ans, je ne suis pas beaucoup plus âgé, mais en revanche il s'est passé des choses. Donc je me souviens, et ce qui est drôle, c'est que Stéphane Duguay, que je remercie de m'accueillir ici au centre culturel, il m'a dit, je me souviens de toi dans une carte blanche que j'avais fait pour le lycée Manne de Biran, où je jouais Stromae. Et ce qui est drôle, c'est que la semaine dernière, je suis à Bordeaux, et il y a des amis de mes parents qui me disent mais pourquoi tu as fait Stromae, c'était superbe, pourquoi tu as repris cette musique de Stromae? Donc c'est quand même drôle qu'on m'en parle encore, Et c'était une carte blanche avec Marion Fourré au lycée où on s'était dit on va faire ça, et je regarde en fait Stromae à la télé, je dis je veux faire la même chose en fait. Et les gens m'en parlent encore, qui m'avaient vu là où la vidéo avait tourné, etc. Donc c'est drôle et c'était ici, hein, je me souviens, arrivé par là, je me déplace tout là. Et c'est drôle, et je te disais tout à l'heure que je venais avec mes parents voir des pièces, j'avais 14-15 ans. Donc je venais voir des pièces ici. Ça a été la première fois que j'ai joué, c'était en 2011, c'était là. J'ai dû jouer 4-5 fois. Et ben, la vie fait que quand vraiment on va dire, j'ai été comédien, je n'ai jamais rejoué là. Il y a des projets qui vont se faire. Donc j'espère venir jouer dans ce lieu qui est pour moi comment dire, un checkpoint et à la fois un nouveau départ, tu vois, et à la fois la fin d'une petite boucle. Mais effectivement, ce lieu pour moi est extraordinaire et mythique dans mon histoire, véritablement. Voilà. C'était important de venir ici, dans ce théâtre, se dire ok, ben, on va parler de notre histoire. À nous deux. Cap vers 2026. Il paraît que 2026, ce serait l'année du nouveau cycle. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Oui, en tout cas, je peux t'assurer que 2025 a été compliqué, mais 2026 est un nouveau cycle, ça je peux te l'assurer. En tout cas, pour ma part, professionnelle et personnelle, c'est un nouveau cycle. Est-ce que tu peux nous en dire plus à ce sujet? Oui, bien écoute, je vais jouer le Cercle des Poètes Disparus avec Philippe Torreton au Théâtre Antoine, mise en scène par Olivier Soliveres, qui est le film préféré de ma mère. C'est incroyable ça. C'est incroyable. Et je vais jouer dans le Cercle. Donc voilà, donc on est parti pour un long moment. Master Crime sur TF1 sort avec Muriel Robin. Donc je suis content parce que de tourner avec elle et avec Anne Le Naine évidemment aussi, avec qui je suis très proche, que j'aime beaucoup, que j'appelle mes deux fées. Et je joue donc ça sort. Et puis ensuite il y a un projet dont on peut parler depuis peu avec Colline Serrault, La Crise, qui a été un de ses plus gros chefs-d'œuvre au cinéma. Et j'ai la chance donc de le jouer à la Scala bientôt. Et surtout, ça va être mon premier gros rôle au théâtre, c'est-à-dire qu'il y a eu la chance de faire des rôles, mais surtout, là, on est 7, et j'ai le premier rôle de cette pièce, qui à l'époque était jouée par Vincent Lindon. Donc je suis très heureux, et c'est une immense chance et un respect total que j'ai envers Colline, qu'elle me fasse confiance pour ce rôle-là. De beaux projets en perspective, donc, écoute, Baptiste.
Pourvu que ça dure. On te le souhaite en tout cas. Baptiste, on a refait un petit peu les dernières années de ta vie. Je suis pas mort. Du lycée. Non, absolument pas. Et justement, j'allais faire la transition en disant qu'on te reçoit ici à Michel Manet à 25 ans. J'ose espérer pouvoir te recevoir dans 10 ans, dans 15 ans, dans 25 ans également aussi, toujours dans ce même lieu parce que c'est un lieu qui t'est cher, mais c'est aussi un lieu qui m'est cher à moi, Bergeracois bien évidemment, pour plusieurs raisons. Baptiste, si tu devais te retrouver face au Baptiste Gontier de 18 ans, qu'est-ce que tu lui dirais ? Ne lâche pas. Ne lâche pas. La route sera belle. La route sera difficile. Tu vas vivre des choses extraordinaires que peut-être un gamin de cet âge-là ne vivrait pas. Et à la fois, tu vas avoir des moments plus que difficiles qui vont changer un peu ta vie. Ta perception de vie aussi. Et puis, donne de l'amour à tes proches, à ceux qui t'aiment, et continue de croire en tes rêves. Baptiste, merci. Ton succès actuel nous montre que la vie, c'est pas une ligne droite, c'est pas un parcours toujours facile. Merci d'avoir pris de ton temps aussi pour venir partager un petit peu de ton expérience avec moi pour cette grande première, pour ce premier podcast. Je suis ravi personnellement d'avoir pu échanger à nouveau avec toi dans ce centre culturel. Encore une fois, on le rappelle, on est à Bergerac, centre culturel Michel Manet, ce beau centre culturel. Baptiste, j'ai plus qu'à te souhaiter une longue vie, une longue carrière. Merci. Prends bien surtout soin de toi, de tes proches, et puis on se retrouve bientôt. Merci Julien, merci pour ton accueil. Merci à toi mon Baptiste. Ciao. Ciao.